Vidéo numéro 20, les incertitudes. Bonjour. Cette vidéo concerne un sujet très vaste et d'une importance capitale en sciences. Lorsque j'étais collégien, nous devions apprendre par cœur les longueurs des fleuves en kilomètres et les hauteurs des montagnes en mètres, ce qui immédiatement m'a paru absurde. Le seul chiffre que j'ai retenu était l'altitude du sommet du Mont Blanc, dont ma mère m'avait dit qu'elle avait diminué, par rapport à ce qu'elle avait appris, de 3 mètres suite à un éboulement. Pour les fleuves, il est absurde de vouloir les évaluer à 1 kilomètre près, car suivant qu'on mesure au milieu ou le long des berges, le résultat peut changer énormément. Et pour les montagnes, la variation saisonnière dépasse largement le mètre. La hauteur du Kilimandjaro a baissé de 105 mètres par rapport aux 6010 mètres de ma jeunesse, et je ne crois pas que ce soit dû à un éboulement. Beaucoup d'autres hauteurs de montagne ont été revues à la baisse depuis les années 60. À ma connaissance, les rochers ne fondent pas. Il y avait donc un problème dans les mesures anciennes, et qui nous dit que les mesures actuelles sont parfaites? En classe de seconde, mon cours de physique commençait, juste après les systèmes d'unité, par la théorie des incertitudes. Je n'ai pas l'impression qu'on insiste beaucoup là-dessus aujourd'hui, alors que cette théorie est fondamentale. Rappelons-en les bases. Chaque grandeur est évaluée par son rapport à l'unité, qui par définition est sa mesure. Que la grandeur ait été effectivement mesurée, ou que sa valeur soit le résultat d'un calcul. Dans chacun des deux cas, il y a forcément une erreur, qui peut être aléatoire ou systématique. On appelle incertitude absolue la valeur maximum estimée, donnée comme un nombre positif, de l'écart possible à la valeur réelle suite aux mesures ou aux calculs donnant le résultat. Le rapport de l'incertitude absolue à la valeur absolue de la grandeur, supposée non nulle, est l'incertitude relative. Le calcul différentiel est un outil idéal pour évaluer l'incertitude, qu'elle soit absolue ou relative, sur le résultat d'un calcul portant sur une ou plusieurs grandeurs mesurées. Par exemple, la surface d'un terrain rectangulaire dont on aurait mesuré la longueur et la largeur, ou le volume d'une piscine, connaissant sa surface et sa profondeur. Rappelons les formules de définition des incertitudes absolues et relatives. On note delta U, l'incertitude absolue sur la grandeur petit u, et donc l'incertitude relative est par définition delta U divisé par la valeur absolue de U. On peut également évaluer l'incertitude absolue relative affectant une fonction de la grandeur mesurée grâce à la dérivée de cette fonction. En effet, on a formellement delta de f de u égale valeur absolue de f' de u fois delta u. Et donc, delta de f de u divisé par valeur absolue de f de u égale valeur absolue de f' de u fois valeur absolue de u divisé par valeur absolue de f de u multiplié par delta u sur valeur absolue de u. Pour une puissance petit f de u égale u puissance n, on trouve que l'incertitude relative vaut n fois l'incertitude relative sur u. Par exemple, si on mesure une longueur à 1% près, l'incertitude relative sur les surfaces est de 2% et celle sur les volumes de 3%. Quelle est la source des erreurs potentielles et donc des incertitudes? Il y en a en fait plusieurs. 1. L'imprécision de la définition de l'objet à mesurer. 2. Les variations de la grandeur liées aux conditions extérieures. 3. Les problèmes liés à l'instrument de mesure. Ces 3 sources d'erreurs concernent les mesures directes. Il apparaît d'autres sources d'erreurs quand on calcule, en appliquant des formules, une grandeur secondaire associant une ou plusieurs grandeurs primaires mesurées. On se heurte alors aux difficultés suivantes. 4. L'imperfection des théories employées. Et 5. Les approximations faites pour faciliter le calcul ou liées à l'emploi de moyens automatiques de calcul qui en font souvent implicitement à de multiples étapes. Prenons quelques exemples pour illustrer mon propos. Exemple 1. J'ai mentionné dans la dernière vidéo la définition de l'unité astronomique à 1 mètre près, alors qu'au cours de l'année, la distance Terre-Soleil varie de plus de 4 millions de kilomètres, soit une variation supérieure à la précision fixée par un facteur de 4 milliards.
D'accord, il faut bien fixer une valeur. C'est une valeur moyenne qui remplace le mètre pour les calculs astronomiques dans le système solaire ou un peu plus loin. Mais le problème n'est pas là. Cette unité étant faite pour établir des comparaisons, il faut toujours garder en tête sa signification réelle. Dans la réalité, toutes les distances varient. Les étoiles et les planètes ne sont pas des points, etc. L'utilisation réelle qui est faite de l'unité astronomique ne semble pas justifier 12 chiffres significatifs. Il a d'ailleurs été estimé que la distance Terre-Soleil augmente d'environ 15 mètres par an par effet de marée, et bien d'autres phénomènes pourraient faire dériver cette distance dans un sens ou dans l'autre. Exemple 2. La définition du mètre. Jusque dans les années 60, le mètre était par définition la longueur du mètre étalon, au pavillon de Breteuil à Sèvres, à la température de 0 degré centigrade, température de la glace fondante. On a trouvé que ce n'était pas assez fiable et redéfini le mètre à partir de radiation du krypton, puis du trajet parcouru par la lumière en un temps déterminé. Du coup, la vitesse de la lumière se trouve fixée définitivement, et si elle varie, on ne s'en apercevra plus. Et quid du temps, également défini maintenant, à partir d'une transition de l'atome de césium-133. Je passe les détails. Mais la définition actuelle du mètre, basée sur une hypothétique vitesse de la lumière invariable, comporte 10 chiffres significatifs, alors que la dilatation des matériaux usuels fait varier leur longueur d'une proportion minimum de 10 puissance moins 5, 1 100 millième, par degré centigrade, et la détermination des températures excède rarement une précision de 0,1 degré. Donc, de toute façon, aucune mesure de longueur dans la vie réelle ne se fait avec une précision relative meilleure que 10 puissance moins 6. On a à peu près la même précision pour les poids, avec les meilleurs instruments de mesure, mais ceci est une autre histoire. Exemple 3. Les distances des étoiles proches. La méthode des parallaxes repose sur une mesure d'angle. La meilleure précision en la matière est de 10 microsecondes d'arc, c'est-à-dire à nouveau une incertitude relative de 10 puissance moins 5 quand on calcule les distances des étoiles les plus proches. Donc, les 7 derniers chiffres significatifs de la définition de l'unité astronomique sont tout aussi inutiles qu'illusoires. L'essentiel de mon propos consiste ici à dire qu'aucun des chiffres qu'on vous présente parfois comme définitifs ne doit être, si j'ose dire, pris à la lettre. Évidemment, les gens qui travaillent au bureau des poids et mesures sont bien au courant. On leur demande constamment d'améliorer les définitions pour pouvoir prétendre à des mesures dont la précision annoncée n'a pas vraiment de sens. Concernant les causes d'erreur, pour des grandeurs calculées, il semble, et on peut le déplorer, que de plus en plus de scientifiques croient à l'exactitude des formules qu'ils emploient, surtout pour les théories abstraites comme la relativité ou la mécanique quantique. Mais lorsqu'on combine plusieurs théories, en réalité toutes approximatives, le niveau d'incertitude des résultats augmente d'une façon difficilement contrôlable. De la même façon, on ne veut pas contrôler les erreurs produites par les machines sans savoir comment elles sont construites et programmées, et dans la plupart des cas, les utilisateurs l'ignorent. Confier les calculs à des machines n'est donc pas du tout une garantie d'exactitude. Si on leur fait aveuglément confiance, bientôt, on ne produira plus en science que des résultats temporaires qui seront contredits à la première occasion et dont la durée de vie sera de plus en plus courte, s'orientant vers une science alimentaire de façade dont l'utilité publique tend vers zéro. Je crois que nous n'avons pas besoin de ça, car les problèmes ouverts de la science fondamentale seraient suffisants à eux tout seuls pour mobiliser de façon utile l'énergie de tous nos jeunes chercheurs. Citons par exemple la nature de la masse, qu'elle soit pesante ou inertielle, celle des photons, et la nature réelle du vide. Concernant la lumière, pourquoi sa vitesse dans le vide est-elle constante près de chez nous? Et cette vitesse, est-ce celle de l'onde ou celle du photon lui-même? Vaste programme, sans même parler des charges électriques et du magnétisme.